à toutes et à tous, bienvenue dans Rugby Pack, 1 heure pour faire le tour de la planète ovale, pour voir des images spectaculaires, des images sympathiques, du bonheur rugbystique pur fruit. C'est sur Rugby Pack comme chaque semaine, tous les dimanches à 11h. Regardez cette image d'abord pour commencer, celle d'un artiste, il n'y a pas d'autre mot, un artiste du rugby, un magicien, Rangi Chase, le demi d'ouverture anglais d'origine néo-zélandaise, qui va sur 2 ou 3 actions, nous montrer ce qu'est vraiment le rugby. C'est un jeu de plaisir. Rangi Chase, c'était avec les Red Devils de Salford face à l'équipe des Dragons catalans. C'était ce samedi à Perpignan. Pour décoder toutes ces images, je serai, comme chaque semaine, en compagnie de notre expert rugby à 13, Louis Bonnery. Bonjour Louis, comment ça va ? Ça va très bien, Rodolphe, merci. Je vous sens très bien. Je ne sais pas si l'été, les beaux jours... Peut-être, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Il est heureux, notre Louis, sans doute parce qu'il s'est passé quelque chose de très agréable ce week-end à Perpignan. On y reviendra. Avec Laurent Bidot, bien entendu, qui sera notre invité aujourd'hui, ainsi que Vincent Pochulu. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Deux vrais faux jumeaux. Regardez, deux vrais faux jumeaux. Non, c'est vrai, regardez, deux vrais faux jumeaux. Voilà. Bon, nous avons de quoi dire et faire dans cette émission Rugby Pack. Voici tout de suite le sommaire. Les Dragons catalans visaient une 4e victoire d'affilée en Super League face aux Red Devils de Salford. Une semaine après leur élimination en Cup, les Catalans ont-ils réussi leur pari ? Réponse dans quelques minutes. 5 mois après la finale de la Coupe du Monde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande se retrouvaient à Sydney pour l'Anzac Test. Les Kiwis ont-ils vaincu la malédiction, eux qui n'ont plus gagné ce test depuis 16 ans ? Vous saurez aussi qui des Fidji ou des Samoa participera aux Four Nations à la fin de... Et vous pouvez réagir bien entendu comme chaque semaine dans cette émission avec le hashtag RugbyPack pour nous dire ce que vous pensez de nos sujets abordés dans ce RugbyPack. Des choses sympas, hein, soyez gentils. On a beaucoup de choses à vous montrer dans cette émission, à commencer bien sûr par l'élite du rugby à 13 européen. Et elle vient de là, la bonne nouvelle du week-end pour Perpignan. Tout de suite, c'est la Super League. On croyait les Dragons catalans guéris après leur dernière victoire en Super League face à Ulkear, mais les Catalans ont rechuté la semaine dernière en Coupe d'Angleterre face à l'équipe de Bradford. Retour donc à la Super League avec ce week-end un gros morceau à avaler pour les Red Devils. C'est une équipe qui nourrit beaucoup d'ambition dans cette Super League et ce nouveau contingent de vedettes faisait escale à Perpignan. Alors à Gilbert Brutus, messieurs, Louis, je vous prends un témoin, la pire des fautes aurait été de montrer de la sympathie pour les Devils. Alors, nous avions un envoyé spécial, Julien Chapois, qui revient sur cette partie. Pour les Dragons fraîchement éliminés de la Cup à Bradford, comme pour Salford, ce samedi, l'enjeu était simple à Brutus, s'imposer pour entretenir l'espoir de voir les playoffs. Après un début de saison difficile, les Dragons sont revenus dans la course au top 8 et pouvaient enchaîner un 4e succès de rang. Esprit commando et surtout grosse volonté en début de partie. Les Catalans prennent la mesure de leurs adversaires et prennent surtout rapidement le score sur cette première attaque. Escarré trouve une petite brèche et signe le premier essai de la partie. On jouait depuis moins d'1 minute, son 8e essai en 11 matchs. 6 minutes plus tard, nouvelle offensive des Dragons saignant. Après avoir pilonné dans l'axe, les Catalans sortent sur le large. Daryl Millard est en bout de ligne, servi par Leon Price. 2e essai des Dragons. Longtemps absent, le centre fidjien est de retour aux affaires et signe son 3e essai en 5 matchs. Salford est complètement bousculé, ne trouve plus de solution. 10-0 et les Reds déjouent à l'image de ce coup de pied sur la médiane directement derrière l'embu catalan. Et quelques minutes plus tard, 19e minute, les Dragons parviennent à faire vivre une belle série de tenues. On retrouve ensuite Taïa puis Pélissier qui envoie l'essai Escarré pour son doublé. Les Dragons mettent le feu et mènent 16-0 avant la 20e minute. Gilbert Brutus est ravi. Mais comme face à Ulkear, lors de la dernière journée à domicile, les locaux vont se relâcher. Les joueurs de Laurent Fressinou subissent un peu plus à l'impact et vont encaisser coup sur coup 2 essais. Le premier est signé Melly qui intervient après 6 chaînes de tenue des Anglais dans le camp et surtout dans les 20 mètres des Dragons. Et 2 minutes plus tard, sur une action un peu moins élaborée, c'est Williams qui ira à l'embut. 16-12, Salford est un peu mieux à l'image de Rangi Chase qui fait le show et finalement, avant la pause, Eden va au paradis et met son équipe devant sur une nouvelle belle inspiration de Chase à la passe. Les visiteurs mènent et le syndrome Ulkear est encore présent. Bon, mais dominé au score, les Dragons savent ce qu'il leur reste à faire. Ouais, c'est mauvais scénario. On sent qu'on domine le match, mais ils arrivent petit à petit à revenir au score, au tableau d'affichage. Donc voilà, c'est à nous d'éviter ces fautes graves et se remobiliser, aller jouer chez eux et vite remettre des points. Discours entendu, les Dragons vont entamer la seconde période comme ils ont entamé la première. Price continue de semer la panique dans la défense de Salford.
Il joue debout, il sert Zeb Taya qui file ensuite à l'essai. 5 minutes après le retour des vestiaires, les Catalans reprennent la marque. Et si Gareth Hawke redonne l'avantage 5 minutes plus tard au joueur de Salford, 24-28, Leon Price va d'une superbe course casser la défense adverse pour aller à l'essai et redonner l'avantage aux Catalans, 28-24. Les Catalans qui resteront devant jusqu'au bout. Leon Price, omniprésent dans cette partie, est récompensé. Et un autre joueur va être récompensé, c'est Morgan Escarré. Pélissier n'a pas été tenu au sol sur cette action. Il s'échappe et trouve Duport qui résiste au plaquage avant de passer les bras et de retrouver intérieur Morgan Escarré lancé à pleine vitesse. L'arrière catalan pur produit de la formation des Dragons s'en va s'offrir un triplé, son 10e essai en 11 matchs. 6 essais pour les Dragons qui mènent 36-24 et bientôt 37-24 suite à ce drop de filou de Pélissier sous les poteaux dans les ultimes instants de la rencontre. Une victoire longue à se dessiner qui permet donc aux Dragons de regarder le haut du classement et de continuer à espérer jouer les playoffs en fin de saison. La série de victoires continue. Quelle belle victoire des Dragons catalans. On ne va pas bouder notre plaisir, Louis. Ça a été une victoire dans la douleur parce qu'encore une fois, Julien Jeunesse en parlait à l'instant, il y a le syndrome Hulkea, ces Dragons qui mènent au score et qui n'arrivent pas à conserver cette avance, au point même d'être repris juste avant la mi-temps. Oui, à part que les Dragons veulent maintenir le suspense, c'est-à-dire c'est une équipe qui veut faire plaisir à son public, qui le fait douter, et donc les encouragements sont encore plus supérieurs lorsque cette équipe revient. Mais les Dragons catalans, je pense, sont en train de maîtriser au fur et à mesure qu'on avance dans cette compétition leur système de jeu, et c'est en particulier en deuxième mi-temps. Bon, des erreurs, il y en a, des erreurs défensives en particulier, qui leur ont coûté cher, mais l'enthousiasme et surtout la détermination en deuxième mi-temps ont fait la différence. J'aurais noté, et peut-être vous aussi, messieurs, autour de cette table, vous aurez noté aussi la capacité que les Dragons ont eue à assommer l'adversaire avec un drop en fin de match. Alors, ça peut paraître assez anodin, mais Éloi Pélissier a passé un drop tout à fait étonnant. Il y avait 3 solutions pour passer ce drop. Et Éloi a choisi de le taper tout seul. Ça aussi, lui, c'est cet état d'esprit notable en fin de match. Les bons choix, les Dragons savent les faire. Oui, parce qu'il y a eu une réflexion, le niveau de réflexion par rapport à l'intérêt de ce point était identique chez tous les joueurs, puisque collectivement, l'équipe s'était organisée, elle avait mis le plan A et le plan B, c'est-à-dire du côté droit ou du côté gauche du tenu, et finalement le plan C, qui après discussion n'était pas quand même prévu, ça a été une initiative individuelle, c'est Éloi Pélissier qui a pris l'initiative de marquer ce drop. Ben justement, Éloi Pélissier était au micro d'Adèle Felous à l'issue de cette partie, il revient sur le drop inscrit en fin de match. Ce drop, 1 minute avant, 2 minutes avant, je le dis à Jérôme Maguisset, je dis Jérôme, je me le fais derrière le tenue ce drop. Il me dit tu le feras pas parce que Jérôme me l'avait fait en quart de coupe à Warrington et il l'avait fait derrière le poteau, il me le raconte tout le temps à l'entraînement quand on s'amuse à taper. Et je lui dis un jour je le ferai et là voilà, là j'étais en confiance et je me le suis tenté, ça a marché donc voilà je suis content. Ouais. Un jour, je le ferai. Un jour, je le ferai. Il a fait aussi bien que son maître. Il a fait mieux que son entraîneur. Il l'a passé dans un match de Super League. Bon, il a fait un quart de cup aussi, Jérôme Guisset, ce qui était plutôt pas mal. Éloi Pélissier, qui aura été un garçon, encore une fois, très en vue avec ses départs derrière le tenu. Il a peur de rien, Éloi, même de se jeter sur des garçons plus grands que lui, comme Junior So. Alors, qui s'appelle Junior, et je voudrais bien connaître Senior. Il doit être très, très costaud, Senior So, parce que, vous avez vu, c'est le moustique sur le pare-brise. Hop, hop, il est transporté ici. Ouais. Il a peur de rien, en tout cas, celui que les Anglais surnomment Pizza Boy. Enfin, il a donné une leçon à tout le monde parce que lui aussi, il a retourné des adversaires. Un autre garçon dans le match qui aura été très en vue, c'est Morgan Escarré. Les Français, décidément, très en forme hier à Perpignan avec un triplé, Louis. C'est pas fréquent et ce garçon le mérite. Oui, il le mérite parce que d'abord, il a été très opportuniste. C'est-à-dire qu'il quitte son poste d'arrière, il intervient sur l'extérieur, au milieu du terrain pour soutenir les percées. Donc c'est un joueur qui est toujours concerné, qui participe activement au milieu du terrain. Alors est-ce que c'est sa position d'arrière et surtout sa capacité de vitesse qui lui permettent de réaliser ses exploits? Moi je le pense, mais surtout il a pris goût
Et il a pris goût surtout à marquer des essais. Donc c'est très bien parce que maintenant il va être présent tout le temps et puis surtout il sait qu'il peut compter sur ses partenaires qui lui donnent la balle. Il ne vient pas pour rien. Et puis il a été ovationné, on le voit ici, par le public de Brutus qui adore Morgan Escarré et qui aurait peut-être même, dit-on, réussi à faire oublier Clint Greenfield, ce qui était quand même le chouchou incontestable de ce public de Brutus avec un triplé comme hier. Il a vraiment de très beaux jours devant lui, ce garçon qui surtout a du talent dans les jambes, mais aussi dans la tête, parce qu'il s'est resté modeste. Écoutez. J'espère continuer à jouer comme aujourd'hui, parce que c'est vrai que la semaine dernière, je n'avais pas été très performant à Bradford. Et voilà, je suis vraiment content d'avoir gagné, d'avoir pris les 2 points, d'avoir marqué 3 essais. C'est vrai que je suis vraiment content et aujourd'hui, il fallait vraiment prendre ces 2 points. Et je suis content de l'équipe, on a bien réagi. On a bien réagi à une équipe de Salford que je pense qu'à la fin, pour les playoffs, ça se jouera entre eux et nous. Et il fallait prendre les 2 points aujourd'hui. Ouais. Et vous aurez noté qu'il est très modeste, c'est sûr, mais qu'il a aussi parlé de play-off. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors que nous étions assez inquiets depuis le début de la saison, il parle de play-off, désormais les Dragons. Et ça, dans un petit coin de la tête de ces garçons, ça va rester, Louis. Vous avez sans doute remarqué aussi que si ces Dragons ont réussi à battre cette équipe de Salford, c'est grâce à un paquet d'avant conquérant avec des garçons qui ont retrouvé une capacité à franchir, comme Julien Bousquet, qui a peut-être fait, Louis, son meilleur match de la saison. Oui, moi je pense que Julien Bousquet est rentré à l'occasion de cette rencontre dans la cour vraiment de la Super League. C'est un garçon qui n'avait pas forcément beaucoup de temps de jeu, qui a eu des blessures et qui là a démontré en pleine possession de ses moyens que les Dragons catalans pouvaient compter sur nous. Et on voit ici Julien Bousquet qui franchit une fois de plus. Alors avec Zeb Taïa par exemple, oui, on avait 2 avants qui ont été déterminants et notamment pour donner cet essai à un garçon qui lui aussi a disputé une belle partie, c'est Leon Price à l'ouverture, qu'on a trouvé très très engagé, qui a été au soutien, qui a été partout. Il a fait un très très beau match aux côtés de William Bartow qui lui aussi a bien tenu la barque au niveau des points placés avec des coups de pied toujours très très précis en l'absence de Thomas Bosque. Face à Leon Price, il y avait un garçon qu'on attendait là aussi de pied ferme. Parce qu'on aime dans cette émission les artistes, on aime ceux qui font vivre ces ballons, c'est Rangy Chase. Que dire? C'est un spectacle, Louis, à lui tout seul. Vincent, vous, connaisseur comme Laurent Bidault du reste de la Super League, vous avez apprécié les gris-gris de Rangy Chase? Il a mis du temps à commencer sa saison. Rangy Chase, il a débarqué blessé à Salford. Et depuis qu'il joue, c'est vrai que Salford va un peu mieux. Sachez que Rangy Chase, en plus, il joue avec beaucoup de pression parce qu'on l'a recruté pour être le maître à jouer. Ça a pris du temps, mais maintenant, il a fait enfin trouver ses marques dans son équipe. Et puis après, quand il est en confiance, le talent, il est là. Les images parlent d'elles-mêmes. Oui, c'est sûr. On a un garçon ici, regardez ça. Hop, hop. Il joue toujours à la limite de la ligne, même si on... Là, ici, celle-ci est encore incroyable. Regardez, hop, hop. Même ça à toucher, on n'arrive pas à le faire, ou on n'ose pas le faire. Lui, il fait ça en match. Oui, effectivement, il a cette capacité à provoquer la défense, mais en s'en dégager rapidement pour pouvoir continuer un peu ses prouesses techniques. Et surtout, ça énerve le défenseur qui il devient insaisissable. Voilà, et lorsqu'on le plaque, il a encore cette capacité à jouer la balle pour ses partenaires. Donc, c'est un joueur qui pose beaucoup de problèmes au système défensif, à lui tout seul. Et on a vu un tweet là, de Laurent qui disait que Morgan Escarré se rapproche du maître Rangy Chase. Il a bien raison. Alors, Greenfield. Pardon? Du maître Greenfield. Greenfield et par Rangy Chase, qui, entre nous soit dit, a joué hier dans un fauteuil à Perpignan, quand on s'appelle chaise. Bon, c'est évidemment normal. Alors, si les Red Devils de Salford ont décidé de recruter chez les stars mondiales, on l'a vu cette année, avec Rangy Chase notamment, ils savent aussi ménager une place pour les jeunes, comment dirais-je, qui n'en veulent, comme Théophage, notre jeune pianinque, un jeune Français qui a su se faire un nom depuis son arrivée dans ce club de Salford. C'était pas facile. Laurent Bidault et Romain Pougeot sont allés rencontrer cette graine de star. C'était un moment que j'attendais. Quand j'ai su que j'allais jouer toute la semaine, j'attendais que ça, que ce moment. Et malheureusement, la fête a été gâchée. Après quelques secondes de jeu, à peine, même pas une minute, je crois, j'ai eu un mauvais contact et j'étais KO pendant plusieurs minutes. Là, c'était vraiment un très gros KO.
Enfin, ça m'a fait bizarre, même pas un petit message, quoi. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. 15 mois après son impressionnant KO face aux Dragons, Théo Fage a tourné la page. À 19 ans, le Français originaire de Pia, tout près de Perpignan, poursuit sa route dans l'effectif de Salford, en Angleterre. Un club chamboulé à l'intersaison, mais Fage a gardé du temps de jeu. Le demi de mêlée a même démarré très fort, avec un doublé dès la deuxième journée contre les London Broncos. Ce jour-là, il est élu homme du match. J'ai eu la chance que Rangui se soit blessé les premiers matchs, donc j'ai pu jouer et montrer ce que je pouvais faire. Le Français marque encore face à Widnes avant de céder la place de titulaire à Rangui Chase, recrue majeure de Marwan Koukash, le patron du club, ambitieux et impatient. Après seulement 2 mois de compétition, changement d'entraîneur, Brian Noble est remplacé par Iestyn Harris, qui, comme son prédécesseur, croit en Théo. I think Theo's doing exceptionally well. He's played in the last 2 games and played very, very well. He's got some areas of the game that he needs to improve on, which he knows, and he's working every day to do that. You know, but the biggest thing I like about Theo is his attitude and the way he applies himself in training. He's tough, which is important, and you know, if he keeps showing them abilities, then you know he'll come good and he'll be a success at Super League. Tout pour se faire une place en Super League et peut-être aussi un jour en France. Sélectionné en bleu pour la première fois pendant la Coupe du Monde, Théo Fage continue de progresser loin de ses racines. Lui, le Catalan de Salford, n'a jamais joué pour les Dragons, mais il avance pour l'instant sans regarder en arrière, sans trop repenser à Perpignan. Et puis il n'est pas vénard, Théo Fage, parce qu'il n'a pas joué le match vers l'équipe de Perpignan. On a vu dans le reportage, Laurent, que l'année passée, ça ne s'était pas très bien déroulé à Brutus, avec Julien Bousquet, ce plaquage terrible, poursuivi par la malchance. On va dire qu'il est maudit chez lui, en quelque sorte, puisqu'il est de Pia, vous l'avez dit. Pia, c'est tout près de Perpignan, à quelques kilomètres. Et il n'a pas joué encore une fois hier. C'était Logan Tompkins qui a joué en remplacement de Rangui Chase. Et c'est vrai qu'il est un petit peu malheureux ces dernières semaines. Il a perdu un petit peu de temps de jeu, Théo Fage. C'est dommage, parce qu'à chaque fois qu'il était sur la pelouse cette année, il s'est montré plutôt à son avantage. Et on espère le voir prochainement sur les pelouses de Salford et peut-être un jour jouer à Brutus, quoi. Quand on s'appelle Théo Fage, qu'on mange des dieux, on peut manger des stars du rugby à 13. Il va les manger tout cru, notre petit Théo. Une recrue cette année, encore une de plus pour l'équipe des Red Devils de Salford. C'est Kevin Locke. Ça c'est tout de même un excellent choix, si ça tenait qu'à moi. Louis, si nous pouvions, vous, moi, fabriquer une équipe de toutes pièces, on aurait peut-être pris Kevin Locke à l'arrière et Sean Johnson aussi, le joueur des New Zealand Warriors. On aurait peut-être pris aussi Manu Vatuvai. Oui, pas qu'à faire. Oui, pas qu'à faire. On aurait pris un petit paquet. Et on aurait pris Kevin Locke aussi. Bien sûr, mais bien sûr, on les prendrait tous. Donc Kevin Locke va rejoindre à partir de la saison prochaine pour 2 ans l'équipe des Red Devils. C'est une belle pioche, une fois de plus, du président Marwan Koukash. La Red Evolution, c'est comme ça que ça s'appelle, qui se poursuit avec l'arrivée, une fois de plus, d'un joueur vedette. Et grâce à ce garçon, on pourra apporter encore un peu plus de 209. Greg Eden vient d'arriver de Al-Khayar. On a 2 garçons qui vont couvrir un poste très convoité que celui d'arrière dans cette Super League. Et si vous aimez voir Kevin Locke à l'œuvre, le voici. Ça, c'était l'année passée. Il est là, sous les ballons, excellent relanceur. Belle pioche, belle pioche. On attendait peut-être Benji Marshall à Salford. Ça ne sera pas Benji Marshall, ça sera Kevin Locke. Dans la Super League, on ouvrait la 11e journée, notamment avec Leeds face à Wigan. Un match entre ténors, mon cher Vincent, je me tourne vers vous. Leeds-Wigan, c'est toujours une affiche classique. On sait qu'on va avoir un beau match. On n'a pas été déçus. Si on vous dit choc au sommet, c'est tout sauf galvaudé pour un Leeds-Wigan, puisque le premier reçoit le 4e. Les 2 derniers champions de Super League s'affrontent tout simplement dans un Hellingsley Carnegie Stadium chauffé à blanc. Écoutez un peu l'ambiance. Petite absence de marque côté Wigan, c'est Sean O'Loughlin, le capitaine, qui n'est pas là. Burrow est absent côté Leeds, mais ce n'est pas grave, Sinfield est partout et Danny Maguire
inscrit le premier essai de la rencontre. Louis, on a vu la ligne de 3/4 de Leeds qui a fait des dégâts, à l'image ici de Zach Hardaker qui profite du travail de ses centres. Oui, effectivement, cette équipe de Leeds, selon tous les spécialistes et tous ceux qui suivent avec attention les performances des Rhinos, considèrent que c'est certainement l'une des meilleures lignes d'attaque que cette équipe ait pu aligner depuis de nombreuses années. Donc c'est pas étonnant qu'on l'utilise à play. On a vu les deux ailiers, Briscoe et Ryan Hall, très bons, mais ça on le sait évidemment. Ce qui est surprenant, c'est que Wigan n'a pas réussi à développer son jeu. On connaît la vitesse du jeu de passe de Wigan, le style Wiganer des Warriors. Et bien là, on n'a rien vu. On a vu juste des réactions en force et en puissance, ce qui est contre nature pour Wigan. Et au lieu de ça, on a vu un jeu très aéré. On voit la passe du centre pour l'ailier, c'est Ryan Hall qui est devant. Et quand je vous parlais des réactions en force, les deux seuls essais de la rencontre pour Wigan ont été marqués au ras et en force. C'est surprenant pour Wigan qui s'incline au final, évidemment 28-12. Leeds reste leader de cette Super League alors que Wigan met un terme à une série de 6 victoires consécutives en Super League. Mais tombé face à Leeds, il y a tout sauf à en avoir honte. Ronnie le Rhino féroce était heureux. Ronnie le Rhino nous a fait une belle petite chorégraphie. Il nous a fait du breakdance, hein. Du smurf. Jeudi, à l'ouverture de cette 11e journée, les Saints, eux, ont fustigé les Broncos à Langtree Park, Vincent. Alors eux, c'est la trajectoire inverse des Warriors, les Saints de St. Helens, qui avaient commencé par 8 victoires en Super League. Là, ils ont perdu 2 fois en Super League, 1 fois en Cup. Il fallait se reprendre. Quoi de mieux que la lanterne rouge, les Broncos de Londres, pour se reprendre. Et on a vu une équipe des Saints pas si sereine que ça. Louis, j'étais avec vous pour commenter ce match. Et les Saints se sont parfois endormis pour laisser les Broncos revenir, même s'ils ont tout de même inscrit la bagatelle de 9 essais. Effectivement, Vincent, parce que je pense que l'équipe des Saints avait tout simplement envie de gagner d'abord ce match, parce que avec la victoire, elle reprenait la tête. Elle savait que ça ne pouvait être que pour quelques heures, parce que le match Leeds-Wigan arrivait, donc la bataille était sévère en tête. Mais eux, après leur élimination dure à digérer en Coupe d'Angleterre, avaient à cœur de renouer avec la victoire, parce qu'ils avaient perdu aussi en championnat face à Widnes, une défaite surprenante qui les avait fait redescendre à la 3e place du classement. Donc l'objectif numéro 1, c'était de retrouver la confiance et leur jeu. C'est ce qui a été fait à l'occasion de ce match. Et toujours 0 victoire, Rodolphe, pour les Broncos en 11 journées. Et encore un essai marqué, vous l'avez vu, par Tommy Makinson, l'ailier très prolifique de cette équipe des Saints de St. Helens. On va récapituler les résultats de cette 11e journée de Super League avec la victoire des Saints, 48-18, vous le savez, la victoire des Warriors de Leeds face aux Warriors, la victoire des Dragons, ça c'est bien, face à Salford. Et puis aujourd'hui, gros match en perspective avec le déplacement de Warrington à Bradford. C'est pas fait pour Warrington, en difficulté cette saison. Castleford face à Huddersfield, Hull KR face à Widnes, le club cher au cœur de Laurent Bidault, Wakefield et Hull FC qui vont donc s'affronter ce dimanche à partir de 16h au classement. Les Rhinos ont donc repris la tête aux Saints qui ne l'ont conservé que quelques heures. Castleford juste derrière et Wigan, Castleford et Tigers toujours aussi incroyablement réguliers. Widnes, Hull FC, Huddersfield et Warrington. Et pour retrouver les Dragons, il faut aller dans la 2e partie du classement. Warrington, futur adversaire des Catalans. Les Dragons 9e et qui pourraient, à la faveur d'une victoire face à Warrington, là aussi intégrer le peloton des qualifiés Hull KR, Salford, Wakefield, London Broncos et Bradford. Non, il n'y a pas d'erreur sur le tableau qui est à -2. Ce sont des points, vous le savez, de pénalité infligée à cette équipe des Bulls de Bradford. Tout de suite, nous allons prendre la direction de l'autre côté du monde. Ce week-end, la NRL s'octroyait une petite pause. Bon, messieurs, c'était une pause à l'australienne. Hein. C'est tout sauf une sieste à l'ombre fraîche d'un figuier, par exemple. Non, rien à voir avec ça. Une pause pour cause de match international avec le traditionnel Anzac Test qui mettait aux prises l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Kangourous, champions du monde, retrouvaient leurs adversaires finalistes de la dernière World Cup, vous vous en souvenez sans doute. Un haka, ça démarre toujours en match international. Et le haka, c'est sérieux. Quand vous êtes néo-zélandais, écoutez, c'est repris par les joueurs et ça fait vraiment, vraiment peur quand on est adversaire.
qui m'impressionne le plus, c'est toujours pareil. C'est toujours la fin, là, quand ça fait comme ça. Moi, je suis toujours mort de trouille. C'était donc ce haka qui précédait cette Australie-Nouvelle-Zélande. C'était à l'Allianz Stadium de Sydney. Les Australiens qui étaient vainqueurs de 15 matchs d'affilée. Et c'est Kiwi, Louis, qui n'avait pas battu l'Australie depuis 1998 dans un Anzac Test. Ont-ils réussi l'exploit? Réponse avec vous, Vincent. 6 mois après la finale de la Coupe du Monde, les visages des champions du monde australiens n'ont pas changé. Le 13 de départ des Kiwis a lui été remanié avec l'absence notable de Sonny Bill Williams. Le début de match est pourtant à l'avantage des Kiwis. Jesse Bromwich, en force, surprend la défense des Kangourous. La réaction australienne intervient 5 minutes plus tard. Jonathan Thurston sert Greg Bird, le deuxième ligne aplati derrière la ligne. Sur ce long jeu au pied de Cameron Smith, Peta Iku, l'arrière néo-zélandais, se met à la faute et relâche le ballon. Sur la mêlée qui suit, la ligne d'attaque australienne se met en place sur le large. JT s'offre une deuxième passe décisive. Brett Morris est à la finition. L'Australie prend l'avantage. Les Néo-Zélandais, moins brillants dans le jeu, trouvent des ressources en force et en puissance. Johnson trouve Kevin Proctor. Le deuxième ligne envoie son coéquipier au Storm, Tohu Harris, vers l'essai. Les Kiwis insistent dans l'axe et pilonnent la défense des Kangourous. Le pilier des Roosters, Sam Moa, redonne l'avantage aux Néo-Zélandais. Les hommes de Stephen Kearney, efficaces en défense, tiennent en échec les Australiens en fin de première période. Ils mènent 18-12 à la pause. Tim Sheens, le sélectionneur australien, est lui visiblement contrarié dans le vestiaire à la mi-temps. Il distribue ses consignes à ses joueurs. Le message est visiblement bien reçu par les Kangourous. 50e minute de jeu, nouvelle action sur le large. Billy Slater saute la passe pour trouver Brett Morris, doublé du 3/4 australien. Les offensives australiennes s'enchaînent. La défense des Kiwis est au bord de la rupture. Cross, the run around on Gallen, Thurston, Slater, he's ridiculous again! Inglis permet à l'Australie de repasser en tête, 24-18. La Nouvelle-Zélande tente de réagir mais manque de précision à l'image de ce coup de pied de Sean Johnson qui file en ballon mort. La fin de match est totalement contrôlée par l'Australie. Le centre, Josh Morris, déchire la défense et sert son demi-mêlée Cooper Cronk. Cronk inscrit le 5e et dernier essai australien. Les Kangourous s'imposent au final 30-18 face à une équipe néo-zélandaise limitée mais méritante. Pas de triomphalisme à l'issue de la rencontre. L'Australie confirme un peu plus sa domination sur le rugby à 13 mondial. Ah oui, ce fut une rencontre rude, très rude entre Australiens et Néo-Zélandais. On en a l'habitude à l'image de ce choc qui a secoué le pilier Samoa, le pilier néo-zélandais des Roosters. Ah oui, il prend un choc, il rentre au vestiaire. Ah oui, il y en a beaucoup des chocs. Mais regardez celui-ci, on se dit, tiens, c'est curieux. Il est sur le tenu, regardez bien, il va se relever, Samoa avec le numéro 10. Et là, d'un seul coup, oh là, oh, ça, vous allez voir, ça va pas bien du tout. Hop, hop, eh ben non, hop. Et en fait, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu ce choc de tête ici avec Darius Boyd et Samoa qui était complètement KO. Vous allez me dire, il va aller faire un petit tour au stand, se remettre. Eh ben, ça a été efficace parce que quelques minutes plus tard, regardez, Moa, une première percussion et là, juste devant la ligne, c'est lui qui va enfoncer la défense des Kangourous pour aller marquer. Oui, c'est du bon travail tout ça. Voilà, Rodolphe, c'est assez surprenant de voir un joueur secoué comme il a été, retrouver aussi vite toutes ses capacités. Donc Moa a ses capacités et il l'a démontré. Louis, on va vous retrouver dans un instant, non pas pour analyser des KO et autres percussions, mais pour analyser une action qui vous a bien plu, justement, dans ce match entre l'équipe d'Australie et de Nouvelle-Zélande. C'est l'heure de notre rubrique Rayon X. Alors Louis, qu'avez-vous choisi donc de nous isoler comme image intéressante de cette Australie-Nouvelle-Zélande ? Ben Rodolphe, moi j'avais retenu parce que c'est l'image que nous venons de voir de Tim Sheens, nous l'avions perçue, nous. À la mi-temps. À la mi-temps, donc c'était ce geste que tout le monde comprend, ça veut dire il faut passer la balle. Donc Tim Sheens avait donné des instructions très précises à son équipe, il fallait arrêter de tomber dans ce jeu. Pardonnez-moi, mais c'est quand même pas très précis. Un entraîneur qui dit que faire, coach? Il faut faire
il faut jeter la balle. Oui, non, mais ça ne suffit pas, ça. Non, mais tous les joueurs le comprennent, ce geste. Ça veut dire que surtout, il ne faut pas faire ça. C'est bloquer et enterrer la balle. Donc, les Australiens avaient bien compris et ils avaient décidé, ils se sont organisés pour le mettre en place. Donc là, nous sommes dans un schéma de jeu où on voit bien la profondeur, la ligne de défense de ces kangourous qui finissent bien leur chaîne de jeu et qui contraignent les Kiwis au renvoi sous les poteaux. Donc, c'est le plaquage dans la surface de la but. Donc, c'est à partir de ce grand renvoi sous les poteaux que l'équipe d'Australie va conduire un rugby d'orientation avec une série de tenues qui orientent le jeu du côté droit de leur attaque sur une relance qui reviendra du côté droit, bien sûr. Et dans cette action, avoir Cameron Smith, le capitaine, qui lui est toujours à la manœuvre, qui oriente le jeu de son équipe. Donc on a l'impression que le travail en force se poursuit, sauf qu'on revoit cette position. Le regard de Cameron Smith, le capitaine qui est très bon attaquant, très bon défenseur. Et là, sur cette série de jeux, Paul Gannon intercalé, Thurston, changement de direction, pivot. Voilà, le jeu est toujours dans la même direction, mais les fausses courses, les fausses orientations. Là, évidemment, Slater, Inglis, changement de direction, remise à l'intérieur. Inglis va derrière là-bas. Voilà, c'est du beau travail dans une orientation de jeu qui reste identique, mais il y a tellement de perturbations dans l'organisation défensive qu'ils ne savent plus où donner de la tête. Donc les appuis, on prend les défenseurs à contre-pied, l'espace se crée et Inglis, lui, termine cette belle action collective que nous avons vu démarrer sur la réception de la balle à hauteur de 50 mètres. Bah écoutez, avec Louis, moi je ne sais pas vous messieurs, mais moi j'ai tout compris. Et on est quasiment prêts, nous tous les trois, avec une jambe de bois, à aller jouer avec ces kangourous australiens. Moi je pense qu'on peut jouer le futur Four Nations avec un coach comme vous, Louis. D'ailleurs, messieurs, puisqu'on parle du Four Nations, il n'y a pas de doute possible. Les Kiwis et les Australiens sont fin prêts pour le Four Nations de cet automne, qu'on suivra d'ailleurs en exclusivité sur beIN Sport. Il reste donc à déterminer le dernier qualifié pour ce carré magique du rugby à 13. Kiwis, kangourous et anglais. Vincent, à Penrith, les Samoa et les Fidji s'affrontaient pour déterminer qui aurait le dernier billet pour le Four Nations. Et un choc du Pacifique qui n'avait rien de pacifique, même si on chante. Écoutez, ce sont des magnifiques joueurs, mais des chanteurs d'exception, les Fidjiens. Alors, ils priaient pour rejoindre le Four Nations et ce match a bien commencé pour les Samoans avec ce jeune joueur, Manu Maleali. C'est dur à prononcer, mais il a marqué 3 essais dans cette rencontre. Les Fidjiens qui réagissent avec Kevin Naikama qui tape à suivre pour lui-même et qui aplatit les plus rapides que tout le monde. Kevin Naikama qui avait l'avantage de jouer dans son stade, lui qui porte les couleurs de Penrith. Et bien sûr, il jouait à domicile. Kevin Naikama, on pense les Fidjiens au-dessus et on peut avoir raison parce que regardez qui va surgir. C'est noté Tukiri qui n'avait plus joué avec les Fidji depuis 2000, depuis il a porté le maillot des Wallabies, des Kangourous. Et il revient avec les Fidjiens pour marquer cet essai 14 ans après. Les Fidjiens qui perdent le fil du match, qui perdent leur rugby, qui commettent beaucoup d'erreurs. Et les Samoans en profitent. Manu Maleali profite d'un espace et de la glissade de Tukiri pour aller inscrire cet essai. Lui, c'est Chris Naminou qu'on a connu sous le maillot des Kiwis qui a tout réussi au pied. Quand je vous disais qu'on s'énerve côté Fidjien, regardez ce mauvais geste stupide de Corbin Sims, sanctionné par une nouvelle pénalité de Chris Naminou qui a tout réussi au pied, le joueur des Canterbury Bulldogs. La fin de match est totalement à l'avantage des Samoans avec Inu à la passe pour Daniel Vido, le joueur des Broncos qui offre la victoire aux Samoans qui se sont vengés de leur défaite en quart de finale à la Coupe du Monde, défaite 22-4. Là, ils s'imposent 32-16. Ils seront au Four Nations. Oui, monsieur. Et il avait bien mangé, le monsieur. Il avait bien fait le tatouage où il fallait, là où il y avait le plus de surface, hein, ce supporter des Samoa. Louis ? Oui, mais Vincent, c'est Petero Sivuniseva qui était présent sur le terrain. Vous avez l'œil à... Oui, et aussi, je pense que c'est quand même, il y a eu un problème de discipline dans cette équipe des Fidji. Ils ont été pénalisés pour des fautes stupides, grossières, et ça s'est enchaîné. Et ils ont donné le bâton pour se faire battre, parce que les Samoans, dans le jeu, paraissaient en dessous, mais la sortie sur blessure d'Aaron Groom côté Fidjien a fait beaucoup de mal aux Fidjiens qui regarderont le Four Nations à la télévision. Et ils regarderont donc ces 4 équipes que vous découvrez à l'instant, bien sûr. L'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, donc, et les Samoa. Les îles Samoa qui vont donc compléter ce carré d'as, ce carré magique. 15 novembre, la finale, ça sera à Wellington et on suivra bien entendu ce Four Nations.
sur Beansport. Il est temps pour nous d'aller retrouver notre envoyé spécial permanent dans le pays où les gens vivent la tête en bas, conduisent du mauvais côté de la route. En Australie, c'est Laurent Garnier. Il est bien dans le bon sens, notre ami Laurent Garnier. Il est bien à l'heure, il n'est pas perturbé par ce décalage horaire puissant, car il est tard chez vous, mon cher Laurent. Ce week-end, pas de NRL pour vous non plus, mais des matchs internationaux. Et notamment, on l'a vu, des matchs entre équipes du Pacifique, mais aussi des matchs entre Australiens, puisque ce week-end se déroulait le City versus Country. City, Country, comme on dit en Australie. Alors, c'est quoi ce match, Louis ? Ce match, c'était quand même, dans l'histoire, il faut remonter quand même à pourquoi ce match existe, la City contre la Country, parce que l'équipe d'Australie est toujours constituée à partir de la confrontation des joueurs de Sydney et des joueurs qui ne jouent pas dans le championnat de Sydney, qui constituaient l'équipe d'Australie. Voilà. Laurent, ce City Country dont nous parle Louis à l'instant n'a pas été forcément un très bon cru cette année. Est-ce qu'il a encore de l'intérêt ? Oui, le problème avec le City Country, c'est qu'il perd un peu de sa superbe. Il a été créé il y a bien des années maintenant pour créer. C'était une sélection pour piquer, si vous voulez, les meilleurs joueurs qui allaient jouer le State of Origin pour les Blues. Les joueurs issus de la Country et les joueurs issus de la ville. Les State of Origin prenant une dimension exceptionnelle et extraordinaire financière et sportivement, ce match part un peu en déséquilibre. Oui, surtout que ce match a été parfaitement équilibré, au point que les deux équipes se sont séparées sur un score nul, 26-26. Un match, Vincent, où finalement personne n'avait envie de perdre, mais personne n'avait non plus forcément envie de gagner. On a joué sur un faux rythme, on a vu une équipe de City qui était complètement hors sujet en première période, et puis en début de seconde période, où ils ont multiplié les possessions, mais sans marquer. Et puis à la fin, Country les a gentiment laissé marquer 2 essais pour égaliser à 26 partout. Même le corps arbitral n'y était pas. On mettait 2 minutes à se mettre en mêlée. Bref, il n'y avait pas le rythme auquel on est habitué dans la NRL, Louis, et forcément ça nous fait un peu bizarre. Oui, je pense que voilà, tous les avis convergent vers le fait qu'il y a un manque de motivation et surtout d'intérêt pour ceux qui jouent ce match, puisque à la sortie, c'est pas le State of Origin, c'est pas l'équipe d'Australie, elle avait joué la veille, donc on le met dans le calendrier pour faire de l'animation pendant cette fenêtre, mais il va falloir redynamiser l'intérêt de ce match. Oui, et ça va nous remettre dans un petit coin de notre tête que le State of Origin, ça sera à partir du 28 mai et ça sera en direct et en exclusivité sur Beansport. Et là, ça sera, à mon avis, une autre affaire. Laurent, très vite, juste une petite question. C'était un week-end international. On a vu l'Australie, Nouvelle-Zélande. Des matchs internationaux, il en faut pour le rugby à 13. Je sais que vous aussi, vous êtes un ardent défenseur de ces tournois internationaux. Est-ce que vous pensez que l'Australie joue vraiment le jeu avec cette compétition si puissante qu'est la NRL ? Si vous me demandez mon avis, je vais être franc avec vous. Il faudrait peut-être que l'Australie arrête de piller les îles Pacifiques et donne des visas à tout le monde, surtout s'ils sont costauds, gros, et qu'ils arrivent dans l'axe. Donc oui, il faudrait peut-être que l'International Board mette un peu d'ordre dans les règles d'éligibilité, comme d'ailleurs les règles d'éligibilité de Nouvelle-Galles du Sud et de Queensland qui ne sont toujours pas claires. Merci Laurent, on espère en tout cas que ça nous donnera, quoi qu'il en soit, un excellent Four Nations avec, vous l'avez vu, les Samoa, l'Angleterre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il est venu le temps pour nous de fermer notre page Rugby à 13. Tout, vous allez voir, de tout. Alors, on commence par de la Ligue Celt, mardi à partir de 10h15, l'Ulster-Leinster, que vous verrez donc in extenso, Édimbourg face au Munster, Castleford, Leeds, North Queensland Cowboys face à Brisbane, Warrington Dragon Catalan, ça sera vendredi soir 20h55, Sydney Roosters face aux West Tigers, Melbourne face à Manly, la dernière journée de la première shift et Rugby Pack avec ce très bon Sydney Roosters face aux West Tigers. On parle beaucoup anglais dans cette émission, hein. On progresse, Laurent, hein? Not too bad. Vincent? Yeah, keep improving. Yes, ok, Louis? Yes. Ok, bien, Louis, très bien. Brian is in the kitchen. Vous allez me préparer ça pour la semaine prochaine. Bon, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite la semaine prochaine, dimanche, 11h pétante. Merci à toutes les équipes Beansport qui ont travaillé autour de notre réalisateur Christophe Baudouin et de Cyril, notre assistant réel. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut.